YouTube, ici Auricalco sur la chaîne Utopia Rainbow et en direct live alors que les fêtes de Noël arrivent. Comme vous pouvez constater, il y a plus grand monde, mais c'est pas grave, moi je continue à faire mes petites vidéos spéciales Utopia Rainbow. Même si en live il y aura personne et que je parle tout seul, de toute façon, je sais qu'il y aura quoi qu'il arrive les rediffs, que ce soit sur ma chaîne perso ou sur Utopia Rainbow. Là c'est Utopia Rainbow comme je l'ai dit. Et on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo un peu spécial. On va être dans une série où ça faisait longtemps que j'avais dit que j'allais le faire, mais le problème c'est qu'on a eu un petit souci de Covid il y a de cela un peu plus d'un an maintenant, ça va faire 2 ans même d'ailleurs. C'est quand même mars 2020, là on est en décembre 2021, ouais. Bientôt 2 ans. Mais voilà, les WCQ vont bientôt reprendre, notamment je sais que au niveau de la boutique il est prévu le 9 janvier 2022. Et je pense qu'il était temps pour moi de remettre un peu de contexte sur le comportement à avoir quand vous jouez dans un WCQ, parce que ça fait du bien, des petits piqûres de rappel, tout ça, tout ça. Donc pour ceux qui ont l'habitude des WCQ, que ça faisait longtemps, etc., soit vous passez votre chemin, hein, désolé, cette vidéo n'est pas faite pour vous, ou alors, si vous voulez vous rappeler quelques bons ou mauvais souvenirs, parce que ce que je vais surtout vous dire, c'est des choses un peu loufoque aussi, hein. Pour certains ça peut pas être loufoque, mais en vrai ce que je vais dire c'est des choses qui peuvent arriver et qui se sont déjà produites, hein. J'expliquerai un peu plus dans l'intro. Donc pour l'instant comme j'ai dit, voilà, ceux qui veulent regarder tant mieux, et ceux qui c'est la première fois qu'ils font un WCQ, je pense que cette vidéo est quand même faite pour vous, même si je vais grossir le trait en quelque sorte, hein. Je vais beaucoup exagérer sur ce que je vais dire, mais si vous demandez à des spécialistes ou des personnes habituées à ce genre de truc, ils vont quand même vous répondre que non, il n'a pas tout à fait tort, mais c'est vrai que j'abuse un peu. Mais bon, on n'oublie pas là sur le principe que on part du principe du coup que ça peut arriver. Je dis pas que c'est déjà arrivé, même si on m'a déjà prouvé le contraire, que il y a eu des témoignages ou autres comme quoi un comportement que je vais vous expliquer peut arriver, un tel ou tel comportement. Donc voilà, le but c'est vraiment de vous familiariser, d'avoir le comportement général, sachant que je vais pas vous apprendre comment vous inscrire, etc. Ça je l'ai déjà fait dans une vidéo il y a, comme j'ai dit, avant Covid. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne, limite je vous mettrai la description si quelqu'un en commentaire veut le lien que je mettrai en description par commentaire là. Sinon vous pouvez le retrouver facilement sur notre chaîne, comment s'inscrire correctement dans un WCQ et comment éviter de faire chier les gens par exemple, que ça c'est ce qui va vous arriver, un petit piqûre de rappel sur les inscriptions. Quand vous faites votre decklist, faites pas la queue si vous l'avez pas fait, ça sert à rien. Faites du chier à essayer de faire votre decklist en bout de queue où c'est dégueulasse, enfin bon, ça va rappeler des souvenirs, tu vois, rien que ce genre de truc. Je pense qu'il y en a certains qui commencent déjà à rigoler parce qu'ils savent que ça arrive tout le temps, ce genre de truc. Bon, normalement, pour ceux qui sont de la boutique, là, big up à eux déjà, c'est pas vraiment ce qui va se passer. Vous êtes en fait, vous faites votre inscription et derrière vous faites votre decklist. Donc c'est un cas particulier. Après, comme j'ai dit, c'était il y a 2 ans. En plus, ouais, ce WCQ là, ça date il y a au moins plus de 2 ans même. Peut-être qu'il va changer sa méthode, etc. Parce que ça vient tout juste de reprendre. Donc fini les remote duel, tout ça, tout ça. Mais bon, on va partir du principe dans cette vidéo que vous êtes inscrit et vous attendez que les rounds commencent, donc le premier, deuxième, et après à chaque round ça va se passer exactement pareil. Donc tout dépend du nombre de participants, il y aura plus ou moins de rounds. Je pense que alors, je sais pas combien de places il est prévu, mais si on voit une 60aine de personnes, je pense que ça va entre 5 et 8 rounds, ça dépend vraiment des WCQ, du nombre de participants. Il faudrait revoir le règlement général parce qu'il y a un tableau justement dans lequel par rapport au nombre de participants il va y avoir tant de rounds et surtout un top derrière, hein, là où parfois en local il n'y a pas de top puisque manque de temps. Là vous aurez ça dépend aussi, mais il peut arriver que vous ayez un top derrière, donc une fois que les rounds sont terminés vous allez voir si vous êtes qualifié ou pas. Si vous êtes qualifié vous allez au top, s'il n'y a pas, ben on prend les meilleurs et ça fait un classement général au final. Ça dépend comme j'ai dit. Donc là, on part du principe, vous êtes inscrit, comme j'ai dit, vous avez fait votre decklist, vous êtes prêt, vous avez vérifié une dernière fois si vous avez bien toutes les cartes, parce que ça peut arriver que vous il manque une carte, donc du coup, vous suppliez d'autres joueurs, hein. Il y en a qui vont être sympas, d'autres qui vont être beaucoup moins parce que c'est quand même leur carte. Mais bon, on est prêt du coup, voilà, le deck il est prêt, votre matos il est prêt. Alors petit rappel concernant, on sait jamais,
les téléphones. Les petits téléphones, voilà, ça. Alors, moi je viens d'il y a 2 ans, donc ça, normalement, c'était interdit. Mais, je sais qu'avant le Covid, il y a eu un petit logiciel, je crois que c'est Neurone, si je ne me trompe pas, qui vous permet justement d'utiliser le téléphone pour calculer les points de vie. Sinon, vous êtes obligé d'utiliser une calculatrice sans afficher les points de vie en direct. Ou sinon, vous restez sur le classique, à savoir bloc-notes stylo. Encore quelques piqûres de rappel sur les inscriptions et le matos à rappeler. De toute façon, ça va être beaucoup de blabla comme ça. Et d'ailleurs, Neurone, on va l'utiliser pour justement le premier round, vous allez comprendre. Donc, troisième fois, vous êtes inscrit. Vous êtes prêt pour votre premier round, vous êtes assis, vous attendez, vous êtes debout avec vos amis en train de discuter, voilà, parce que généralement quand vous faites un WCQ, vous n'êtes pas seul. Vous allez bien discuter, profiter à échanger quelques cartes, parce qu'il y a des gens qui viennent avec leurs classeurs et tout, voilà. On échange un bon moment, c'est le seul moment où tout le monde est copain, bizarrement. Je dis ça comme ça de manière exagérée, mais en vrai, c'est ce qui se passe, hein. Et après, le tournoi va commencer, et là, vous êtes passé de tous copains à rivaux. Pas ennemis, vous tapez pas sur la gueule. Quoique. Vous allez comprendre ce que je veux dire, parce que, mais ça c'est un peu spécial, vous allez comprendre, mais peut-être que je ferai l'objet d'une autre vidéo pour voir jusqu'où ça a pu aller. Là, je vous montre juste le comportement pour éviter que ça parte justement dans ses extrémités, même si potentiellement ça devrait arriver au moins 1 voire 2 fois dans un tournoi. Mais c'est très rare, hein. Je pars chez nous, c'est très rare, c'est plus en Amérique, mais bon. Je suis en train d'ouvrir tellement de parenthèses, je suis vraiment désolé, parce que je suis quand même en total impro. Donc encore une fois, voilà, inscrit, attendre, voilà, et du coup, l'organisateur ou le head judge principal annonce le premier round. Alors ce qui se passe, c'est que c'est toujours en retard déjà. Je suis désolé de dire ça, hein, le tournoi est censé commencer à telle heure, mais il y a des inscriptions de dernière minute, t'as ceux qui se sont pas présentés, du coup, ben, au niveau de l'organisation, ben, ils essayent d'inscrire ceux qui sont en liste d'attente, du coup ça prend du temps, et généralement vous commencez 30 minutes en retard, mais ça c'est un détail, ça. Bon, enfin bref, on admet 30 minutes de retard, l'organisateur lance le premier round, et là vous avez 2 options. Soit vous êtes en mode classical. Quand je dis classical, c'est que vous la faites traditionnelle, hein, ça a toujours été comme ça pendant des années, et ça a pas trop changé. C'est le système du feuillage. En gros, les organisateurs vont afficher par des bouts de papier votre nom, le numéro de votre table et votre adversaire. Parce que dans ce genre de tournoi, que ce soit WCQ, YCS, hein, je dis WCQ, mais en vrai, c'est tout ce qui est ce que je dis catégorie 2, donc YCS, WCQ, championnat national européen, parce que c'est des World Qualifiers quand même, et championnat du monde. Et bon, championnat du monde c'est que sur invitation, donc c'est un peu plus facile à organiser, mais là vous êtes à peu près, on va dire, tournoi régional, vous êtes une 60aine jusqu'à 200 personnes facile. Donc du coup pour l'organisation il y a les affichages, donc on vous affiche ça sur une feuille de papier, vous avez peu de temps pour aller voir le groupe de personnes, vous faufilez entre toutes les personnes, trouvez votre nom, à côté vous avez votre numéro de table, à côté vous avez votre adversaire, il va falloir retenir au début. Donc vous êtes là, vous avez vu votre numéro de table, vous cherchez votre numéro de table, bon. Normalement, j'exagère un peu, mais normalement les premières tables sont au début, les dernières tables sont tout au fond. Pour regarder par rapport au numéro, hein, ils vont pas s'amuser à mettre table 1 là, table 2 à l'autre bout, table 3 à revenir, non. C'est vraiment fait par ordre croissant ou décroissant, ça dépend par où vous venez. Et techniquement, les premières tables sont près de la scène, s'il y a une scène, et les dernières tables sont tout au fond, près de la sortie. C'est vrai que généralement ça se passe comme ça, mais bon. Ça dépend après du lieu là par contre. Et donc vous êtes arrivé au niveau de votre table et vous commencez à vous installer, mais il y a encore une fois 2 cas de figure. Donc soit vous êtes le premier arrivé, donc dans ce cas-là, bah, vous mettez sur votre table, vous vous asseyez, vous sortez votre tapis, vous sortez vos affaires qu'il y a dans votre sac, surtout si c'est le premier round, hein, généralement on se balade pas avec son deck à bout de bras, etc. Petite chose déjà qui pourrait amuser beaucoup de personnes et qui m'énerve quand même un peu, concernant le sac. Ça là, le sac. S'il vous plaît, jamais à côté de vous, jamais derrière vous, encore pire. Alors là, c'est facile pour se faire voler le sac, y a pas de problème, vous le mettez derrière, et quand vous avez fini votre round, vous avez plus de sac. Donc, oui, je ne plaisante pas là-dessus. Le sac, si vous voulez vraiment éviter les soucis, éviter les emmerdes, que ce soit pour les judges, et surtout le fait que vous risquez de perdre votre sac bizarrement, parce qu'un type est passé à côté, a vu un sac qui traîne, et hop là, merci, au revoir.
je ne plaisante pas là-dessus. Donc le mieux, le sac, c'est sous vos pieds, sous la chaise. Vous avez une chaise, généralement vos pieds sont devant, ils sont jamais dans l'intérieur de la chaise. Il y en a des gens, bon, à moins que vous vous mettez accroupi, vous le mettez soit sous la table devant vous, hein, devant vos pieds, soit vous les mettez sous votre chaise. Bon, après j'exagère un peu, mais vous prenez une des bretelles, vous mettez votre pied, vous coincez votre pied comme ça. S'il y a quelqu'un qui essaye d'arracher votre sac par le dessous du siège, vous le sentez par votre genou. C'est gênant, mais au moins, vous embêtez pas les judges, parce que les judges, ça les énerve énormément de voir 50 sacs traîner le long, parce que c'est quand même, vous êtes serrés comme des sardines. Et derrière, comme j'ai dit, le vol. Donc généralement, les judges, au bout de 2 rounds, ils ont tendance à faire « Eh les gars, les sacs, merde !» Je vous jure que ça se passe comme ça. Donc ça, c'est un des premiers souvenirs que je me rappelle en tant que quelqu'un qui est peu habitué dans les WCQ. Donc généralement, le sac, voilà, mettez-le sous votre chaise, sous la table à la rigueur. Mais mettez-les pas à côté et surtout pas derrière, comme je l'ai dit. Donc voilà, que vous êtes premier ou deuxième arrivé, tout va bien. Donc si vous êtes premier arrivé, vous commencez à sortir vos affaires, hein, les autres vous commencez à s'installer. Sinon, en arrivant, vous avez déjà votre adversaire qui est arrivé, et le premier réflexe que vous allez devoir avoir avec votre adversaire, c'est le bonjour. Ça a l'air con comme ça, hein, le bonjour. Non, il y a des gens, ils sont pas là pour dire bonjour, c'est horrible. C'est-à-dire c'est un être humain en face de vous, c'est pas encore vraiment votre adversaire. Et même si c'est votre adversaire, ça reste un être humain, mais dites bonjour. Sachant que la deuxième chose que vous allez dire aussi, c'est est-ce que c'est bien le nom de votre adversaire? Parce qu'il est possible que vous vous trompez de table. Et oui, ça arrive. Donc quand vous êtes le premier arrivé, vous êtes assis, vous attendez votre adversaire, et c'est votre adversaire qui va faire le premier pas généralement en disant le bonjour, est-ce que t'es bien machin? Et si c'est le cas, bah, vous installez, vous commencez à préparer, donc ça après, je vous explique comment ça va se passer. Si c'est pas le cas, ben ça veut dire que l'un de vous s'est trompé de table. Ça arrive, hein, les erreurs c'est humaine, mais il faut, faut retourner voir la feuille pour voir qui s'est trompé, et si c'est l'un de vous, ben l'autre il bouge et vous vous réinstallez tranquillement. Surtout très important, ne laissez jamais vos affaires sur la table. Si vous voulez vous déplacer, vous reprenez vos affaires. Comme pour le sac, hein, c'est pareil, le vol c'est facile, surtout en WCQ, il y a plein de monde, vous êtes tous serrés. Il y a toujours un petit plaisantin qui pourrait tenter le coup. Hein. C'est déjà arrivé plus d'une fois. Je ne plaisante pas. Autre parenthèse, mais ça n'a rien à voir avec comment se comporter face à votre adversaire. Au niveau du sac, si vous voulez laisser votre sac dans votre voiture, et je vous jure c'est vraiment arrivé, hein. Je vous le dis, c'est CDF 2018, pour ceux qui se rappellent. Sac dans la voiture, dans le coffre. Ou au moins faites en sorte que le sac, on ne le voit pas dans la voiture. Parce qu'en 2018, comme j'ai dit au CDF, il y a eu un drama à ce sujet où plusieurs carreaux, généralement c'était, ça faisait les voitures, et il y a certaines voitures qui ont les vitres de portière, et juste devant il y a des petits carreaux. Et ben quand les gens qui ont fait le coup voyaient qu'il y avait ce genre de petits carreaux et que c'était des verrouillages qui pouvaient tirer de l'intérieur des portières pour déverrouiller, ils pétaient le carreau, ils ouvraient le truc, ils prenaient tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc là-dessus faites attention, vos sacs dans le coffre, c'est à l'abri. Devrait pas y avoir de soucis. Après s'ils arrivent à ouvrir le coffre, tant pis pour vous, mais techniquement voilà, faites attention si vous garez votre voiture, mais bon ça je trouve ça un peu dégueulasse, mais voilà, évitez de laisser traîner trop vos affaires à l'évidence, encore une fois. Je le répéterai jamais assez ce genre de truc. Encore une fois, en WCQ, dans les tournois, surtout dans les zones que vous connaissez pas, le vol c'est très rapide, c'est très facile à faire. Donc n'ayez jamais vraiment confiance. En local encore à la rigueur si vous connaissez tout le monde. Ouais. Mais en WCQ vous aurez forcément des gens que vous connaissez pas. Ne leur faites pas confiance. Même s'ils ont l'air sympas etc. Ne leur faites pas confiance. Voilà, donc je pense que j'ai bien mis l'avertissement pour le vol. Ça c'est réglé. Voilà, on va admettre du coup que c'est bien votre adversaire. Voilà, vous dites juste son prénom. Si c'est bien lui, allez hop, vous vous installez. Vous commencez à sortir votre deck hein, tranquillement. Donc, je vous fais la simulation, parce que là, on arrive à une étape assez importante qui est le mélange de votre deck. Ça a l'air tout con encore une fois, mais le mélange du deck, déjà, dès le début, vous pouvez savoir si votre adversaire va être un copain ou si ça va être un peu l'enculé. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui mélangent genre de manière normale, hein, petit mélange français. Bon, après, chacun son style. Hein, mais les mélanges qui sont les meilleurs, c'est toujours commencer par... Alors ça dépend des personnes, alors il y en a ils le font par 6, moi j'aime bien le faire par 8. Voilà. Et après vous pouvez varier, un coup vous le faites en diagonale.
Un coup vous le faites comme ça si vous voulez. Le but c'est que vous fassiez des tacs et surtout vous voyez pas les cartes que vous êtes en train de mettre. Sachant que comme il y a des cartes qui sont full gold, il est possible que pendant que vous mélangez, que vous passez comme ça, vous ressentez certaines cartes. Hein, problème de marquage. Bon ça c'est un autre sujet, je vais pas débattre là-dessus. Hein, peut-être que ça fera l'objet d'autres vidéos pour voir tous les coups fourrés que peuvent vous faire. Mais moi ce que je veux c'est le comportement que vous ayez. Donc du coup après vous replacez sans regarder les cartes, hein, c'est logique. Et évidemment quand vous faites ça, regardez aussi votre adversaire s'il est aussi legit que vous. Donc là normalement voilà, je sais pas ce que je vais piocher, tout va bien. Alors sachant que là j'ai mon Lair of Darkness là, que je vais vous montrer un petit peu. Après derrière voilà, j'aime bien utiliser cette méthode. Alors petite parenthèse encore sur la méthode dans laquelle je mélange le deck. Vous voyez que je suis pas non plus un bel enfoiré. J'évite de le faire pour de bon, mais première chose, à partir du moment où je suis comme ça, jamais je regarde la carte du dessous parce que je peux m'amuser à manipuler la carte. Par exemple, vous voyez comment je mélange? Je mélange un peu à la Yugi. Alors je sais plus comment on appelle ce genre de mélange. Donc vous mélangez, vous lâchez. Vous reprenez un petit bout par le dessus, vous lâchez. Donc ça c'est une base. Je vais toujours mélanger comme ça. Par contre, si je le veux, je peux déjà être un enfoiré. Par exemple, regardez. La carte du fond, c'est un Arima. S'il m'intéresse, par exemple, j'ai juste à faire ça. Je mélange 2 fois. À partir de là, je demande à mon adversaire de couper. Et s'il coupe comme ça, exactement, il laisse un petit peu de carte. Hein, j'exagère un peu. Mon Arima, il est toujours au fond. Hein. Du coup, je le top deck. Donc, alors pourquoi? C'est très simple, parce qu'en fait, quand vous faites ce mélange-là, je peux m'amuser, par exemple, là je vous montre sur le côté, parce que par le dessus ça se voit pas, mais sur le côté, en fait je prends les cartes comme ça se voit pas trop. La carte du fond, il restera toujours au fond. Alors, c'est pas parce que je fais ce mélange-là que je le fais pour de vrai. Je vous montre que je peux le faire, mais je ne le fais pas. Hein. D'ailleurs, généralement, après derrière, je demande à mon adversaire de couper, voire même de mélanger le papier. C'est ça qu'il faut faire après derrière, c'est que quand votre adversaire vous donne le deck, au cas où, au lieu de couper une fois, comme ça, parce que là il peut manipuler les cartes de telle sorte que là il y a les cartes qui l'intéressent, vous pouvez mélanger à votre tour si vous voulez, vous y avez le droit. Ou alors vous coupez en plusieurs fois et vous jouez à ce petit jeu, une fois, 2 fois, vous en mettez sur le dessus. Comme ça ceux du fond restent au fond, et lui il se débrouille avec les cartes dont il n'est pas trop prévu pour lui de manipuler. C'est au cas où vous avez peur qu'il manipule les cartes. Hein. Il est extrêmement difficile de repérer un tricheur qui commence à manipuler ses cartes par rapport à ce qu'il va piocher. Généralement, il fait en sorte que ça se mélange bien et qu'il chope quand même ce qu'il veut, mais de manière totalement légitime. On en parlera plus tard vraiment pour tous les types de tricheries qu'on peut avoir dans le jeu. Mais sachant que normalement, comme j'ai dit, je grossis le trait, ça ne devrait pas arriver. Hein. Il va mélanger normalement, j'espère. Donc après, derrière que vous avez fait votre coupe de deck, vous le mettez dans votre base. Hein. Ça change pas grand-chose. Et après derrière, vous décidez qui va commencer. Alors, la tradition. Là, c'est au moins pour la première fois, on va être en contradiction avec les règles à l'ancienne. Il y a eu des mises à jour de règlement qui fait que maintenant, c'est un peu legit, mais à l'époque, même si on le faisait jamais, on devait décider à pierre, papier, ciseaux. C'est pour ça d'ailleurs que dans la plupart des logiciels, que ce soit logiciel officiel ou non, voire même dans les jeux vidéo Yu-Gi-Oh, c'est le pierre, papier, ciseaux que vous voyez quand vous décidez qui va commencer ou pas, et non pas le jet de dés. Alors que le jet de dés, c'est ce qu'on fait. Nous, on prend un D6, un double D6, un D20, voilà, un D. Le but, c'est, aujourd'hui, c'est vous mettre d'accord pour qui va commencer. Donc, si vous disputez, c'est le jet de dés. Si vous disputez pas, il peut arriver que vous fassiez un arrangement à l'amiable. Ça veut dire que vous voulez que votre adversaire commence, ça tombe bien, votre adversaire veut à tout prix commencer. Au lieu de faire le jet de dés, ça fait du gain de temps. Donc, une fois que vous êtes réglé ce petit problème de qui va commencer, vous piochez vos 5 cartes. Et là, vous ne touchez plus à rien. Et oui, parce qu'en fait, là, tout ce que vous avez fait, c'est avant le lancement du round. Normalement, vous devez être dans cette position avant que le chronomètre commence à se dérouler. Quand je dis chronomètre, c'est les 40 minutes dont vous avez besoin pour régler vos comptes avec votre adversaire, parce que là, c'est le duel, c'est le match. Mais avant, vous avez le droit de faire tout ce que j'ai dit précédemment. Et surtout, vous ne regardez pas votre main. Et vous avez vu que j'ai pas pioché avant de décider qui commence aussi. Parce que ça peut arriver que par mégarde, quelqu'un a gagné le jet de dés, va décider qu'il va commencer, oublie, et pioche ses 5 cartes, regarde sa main, et là, eh ben, on est sur un move illégal, déjà dès le début. Donc vous pouvez déjà call judge pour dire qu'il a vu sa main, mais il n'a pas décidé qu'il va commencer ou pas, ce qui peut lui donner un avantage en fonction de la main qu'il a. C'est ça l'excuse. Et déjà, vous pouvez vous prendre une pénalité bêtement. Donc, normalement,
Vous avez le droit de prendre vos 5 cartes et de les mettre comme ça y a pas de souci. Mais avant que le chronomètre tombe et avant que quelqu'un a décidé qui va commencer, vous ne devez pas regarder votre main. Donc 5 cartes à la base, évidemment. Donc voilà, petit détail déjà, ça peut arriver. Et aussi, derrière tout ça, évitez de jouer avec votre téléphone à ce moment-là, limite vous le coupez, je ne sais pas. Mettez votre bloc-notes de côté, hein, sans embêter vos voisins de droite et gauche. Hein. Et on finit évidemment, bon là on est sur le Covid mais c'est un peu compliqué. On finit pas en fait, on attend vraiment que le chrono commence. Et donc on a l'annonceur principal qui fait que le tournoi commence. Parce qu'on est en round 1 mais dans les autres rounds ça va être pareil, que le round 2 commence. Et donc vous aurez normalement un chronomètre qui va s'afficher de 40 minutes et au moment où le chronomètre commence à tourner, traditionnellement on serre la main mais bon Covid c'est un peu compliqué donc vous faites un check où vous dites good luck have fun, tout ça. Moi j'aime bien dire merde parce que good luck ça porte malheur donc on dit merde. Donc quand vous m'entendez dire merde en tournoi local, désolé, c'est pas, je vous insulte pas, je vous dis juste merde. Parce que c'est, il y a certains qui comprennent bien parce que leurs familles font exactement le même genre de type pour dire bonne chance, on dit merde, on dit pas bonne chance. Excusez-moi, je buvais mon coup. Et donc au moment où le chronomètre commence, donc après le good luck, etc., là vous pouvez regarder votre main. Bon là je vais pas le regarder parce que je tombe sur tout et n'importe quoi. Et donc après ça dépend qui va commencer, et là ben c'est les règles de base, c'est les rulings, y a pas grand chose à dire là-dessus. Sachant que quelques petits conseils que je pourrais donner en plus, c'est qui est la règle la plus importante, mais pourtant la règle la moins aboutie, surtout par les débutants, c'est la communication. Yu-Gi-Oh! C'est un jeu où vous jouez à deux. Sans déconner, je vous jure que ça va vous arriver. Je vais vous expliquer pourquoi je dis Yu-Gi-Oh! C'est un jeu qui joue à deux. Hein. Je vais vous mettre dans quelques situations qui peuvent arriver, et c'est déjà arrivé d'ailleurs. Moi ça m'est déjà arrivé. Mais vous allez comprendre, il y a des cas cool qui vous avertit et tout, et il y a des cas moins cool qui vont faire un solitaire en fait. Vous allez comprendre. Donc la communication c'est très simple, c'est un truc tout bête, c'est annoncer ce que vous allez faire, bordel. Allez annoncer tout ce que vous allez faire. Ça peut être chiant, mais c'est la base. Quand vous faites un move, n'importe quoi, par exemple, voilà, vous commencez à jouer. Et là, vous faites directement un remords. Comme ça. Hop, j'invoque un remords. Sans prévenir, vous faites juste ça, voilà, hop, et c'est tout. Bah rien que là, vous avez oublié au moins 4 messages, quoi, à votre adversaire. Genre, votre adversaire, il fait pas sa vie, lui aussi? Non. Ce qu'il faut faire, c'est que vous commencez votre round, vous êtes T1, donc c'est vous qui commencez. La première chose, c'est d'annoncer la draw phase, la standby phase, et la main phase. Même si ça sert à rien, qu'il va rien se passer, il est possible que votre adversaire veut activer une untrap rapide, comme Dimension Shifter par exemple. Hein, il peut peut-être jouer ça pendant que vous déclarez standby. Donc il faut déclarer les différentes phases. Ça c'est la première chose que les débutants oublient généralement, c'est de déclarer vos phases à l'adversaire parce que vous ne jouez pas tout seul. Votre adversaire n'est pas votre cerveau, il sait pas ce que vous allez faire. Donc annoncez ce que vous vous apprêtez, enfin pas ce que vous vous apprêtez à faire, mais ce que vous êtes en train de faire en temps réel. Donc après que vous avez déclaré main phase, on va dire que l'adversaire n'a rien fait du tout. Là vous pouvez déclarer aussi que vous allez faire une invocation normale. C'est plus sympa que de faire ça tout seul. Là voilà, si vous faites ça, le move comme ça, même s'il est en mode attaque, etc. et que vous avez rien fait d'autre, il est possible que vous et votre adversaire vous ayez oublié que vous avez fait votre invoque norme. Donc vous pouvez dire à votre adversaire, voilà, invoque norme, tac, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, après c'est sur les effets pour les invoques spé, donc normalement vous devrez pas vous tromper. Annoncer que c'est une invocation synchro, c'est pas si utile que ça, mais c'est bien de le dire aussi, mais bon. J'entraîne beaucoup de personnes qui sont nouveaux dans la boutique à insister sur dire ce qu'ils s'apprêtent à faire. Dans le sens où je vais faire une invocation norme, je vais pas dire ouais alors ma strat je vais faire ça, c'est pas ça que je vais vous faire dire. Et surtout voilà, là j'ai deux monstres, hop, Link 2, Link avec deux monstres à la rigueur, faire une synchro 5, voilà, j'ai bien les conditions pour faire une synchro 5, hein, plutôt que faire synchro tout court, parce que sinon l'adversaire va peut-être regarder les cartes. Et aussi, déclarer aussi vos effets, surtout quand vous devez les dire. Il y a des effets que j'ai vus par exemple, en plein milieu d'un move, alors là c'est plus pour un kill, mais je crois que je l'ai mis pas la carte, mais imaginons, il invoque, enfin vous invoquez un Access Code Talker, ça paraît bête, hein, vous invoquez Access Code Talker, après derrière vous faites l'effet de bannir pour détruire une carte adverse,
Et bah plus tard, quand vous allez annoncer Battle Pass et que vous voulez attaquer à 3000, pardon, à 5000, 5004 ou 5003, je sais plus. Il est à 2003, je crois, de base. Je dis peut-être de la merde, mais ce que je veux dire, c'est que le bonus d'attaque que vous avez prévu là, vous n'avez pas activé son effet. Hein. Votre adversaire peut dire non, non, ton monstre il a juste son attaque d'origine, il a pas son boost de 3000 parce que tu as oublié de lui déclarer tout à l'heure. Donc encore une fois, la communication, n'oubliez pas d'annoncer vos actions et vos effets quand vous voulez les activer. Si il y a lieu d'activer un effet, il y a aussi quelques effets passifs, mais ce que j'appelle les effets passifs, c'est invoque P si votre adversaire invoque un monstre et qu'il n'y a pas de double point. C'est par exemple pour Cyberdragon. Cyberdragon n'a pas besoin d'activer son effet, donc vous faites une invocation par action. Donc vous annoncez j'invoque P, Cyberdragon. Vous pouvez même lui expliquer les conditions parce qu'il contrôle un monstre et tout. Invoque P. Vous dites pas effet, il n'y a pas d'effet là-dessus. Donc faites attention quand vous déclarez aussi l'effet. Autre chose pendant que vous jouez contre votre adversaire. Qu'est-ce que je voulais dire? Attendez, je vais moucher 2 secondes. Ouais, excusez-moi. Donc, ce que je voulais dire. On était sur passive Cyberdragon, je suis désolé. C'est ça l'impro, hein. C'est les défauts de l'impro, c'est de se rappeler de tous les trucs que j'ai vus encore dans les tournois locaux et que il faut que je me rappelle de 2-3 trucs, etc. J'étais sur le feu de l'action, ça y est, j'ai complètement oublié mes trucs. Je suis désolé, je suis désolé. Je mettrais peut-être une ellipse. Merde. Ouais, il va y avoir un peu de montage, je pense. Merde, j'en ai été où? C'est Access Code. Voilà, c'est le défaut quand il n'y a plus qu'un seul viewer. C'est, enfin, s'il y a personne qui regarde le live, ils peuvent pas me rattraper ce que je suis en train de dire pour qu'on parle d'autre chose. La drogue, etc. Les effets. Ah oui, voilà, j'en étais là. Autre chose, quand votre adversaire vous demande quel genre d'effet fait cette carte, expliquez bien ses effets. Je veux dire par là, dites-lui bien tout ce que peut faire la carte, parce que sinon vous allez donner ce qu'on pourrait appeler une fausse information ou un oubli de donner une information publique à votre adversaire. Et vice versa, si votre adversaire vous explique la carte, n'hésitez pas à la lire en lui demandant gentiment. Alors ça c'est aussi, il y a d'autres choses qu'on peut dire là-dessus. J'y reviendrai quand on parlera du tour adverse. Donc sur les actions, etc. c'est bon. Concernant les effets de cartes, ah oui. Alors moi il y a un truc que j'aime bien faire aussi, c'est de jouer avec les questions de l'adversaire. Parce que oui, ça peut arriver, et je fais partie de cette catégorie-là. Imaginons, j'ai un board, ok? Et dans le cimetière, j'ai une carte que j'ai cachée exprès parce que l'adversaire... je veux pas que mon adversaire s'en aperçoive parce que c'est un piège que je veux lui tendre. On va prendre par exemple... si vous voulez, je vous sors le deck. Alors j'aurais voulu faire ça avec le salam parce qu'en plus il avait le tapis et tout, mais j'ai pas sorti les cartes. Je vous sors un deck tout de suite et pour vous dire. En plus j'ai le salam tapis tout. Ah, faut que je retrouve le deck. Le deck. Alors il est... Imaginons. En plus c'est deck du moment, vous allez être content. En plus il y a l'access code, tiens. On va pouvoir vérifier l'access code. C'est rigolo. Alors mon access code 2003 de base, hein, j'étais pas loin, j'ai dit 2004 ou 2003 donc c'est bon. Alors admettons. Alors il y a un petit décalage, mais admettons, voilà, j'ai invoqué le Simorgh dans la zone link. J'ai invoqué à la phase en déclarant son effet évidemment. Après il y aura les histoires de priorité, etc. Je vous expliquerai ça en détail, hein, vous allez voir. Voilà, on a ça. Et moi je joue le format avec un rendez-vous très brigade pour le protéger un peu plus. Donc il est dans le cimetière. Et je vais le cacher. Voilà. Nerval ainsi que d'autres cartes, bon, vous avez compris. Voilà, il est planqué. C'est pour ça que l'information est importante et n'hésitez pas à poser aussi les bonnes questions à votre adversaire parce que comme j'ai dit, je fais partie de la catégorie de personnes qui vont vous cacher des trucs. Donc quand votre adversaire vous dit simplement qu'est-ce qu'il fait lui, pardon, c'est bon.
qu'est-ce qu'il fait lui, par exemple, vous devez lui expliquer ce qu'il est capable de faire. Et tout, même les effets que vous faites pas attention. Vous pouvez lui dire, voilà, il a cet effet-là, mais je vais pas m'en servir. Ça, vous avez le droit. Mais vous devez lui dire quand même qu'il a tel ou tel effet. Donc là, ce qui va poser problème à l'adversaire, c'est surtout le ciblage, puisqu'il a déjà vu l'effet que vous avez déclaré à la mi-phase, d'avoir invoqué une statue de barrière ou une autre carte BTL, hein, généralement. Bon, je vous explique pas trop les effets parce que en fonction de la situation, c'est pas les mêmes cartes. Là, on est dans un cas de figure où vous devez, quand votre adversaire dit qu'est-ce qu'il y a sur le board qui m'empêche de faire quoi que ce soit. C'est le genre de question que vous aurez le droit fréquemment. Hein. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire, combien y a-t-il de negates sur le board, qu'est-ce qui peut pas être détruit par des effets au combat aussi. Ça, vous avez le droit de le dire. Et vous êtes obligé de lui répondre correctement. Hein. Donc, là, dans la situation, ce que vous devez donner comme information sur ce genre de questions, c'est la Link 3 Simorgh empêche d'être ciblée elle-même par des effets, ainsi que la statue. Et que pendant n'importe quel tour, aucun joueur ne peut invoquer SP, donc prévenir pendant son tour qu'il peut pas faire d'invoque SP, sauf pour les monstres de type vent. Voilà. Et donc voilà, s'il pose des questions, qu'est-ce qui peut pas être détruit, ben, vous pouvez dire les deux peuvent être détruits, il n'y a pas de souci. Et quand votre adversaire va vouloir attaquer et faire péter, vous dites ok, il est sur le point d'être détruit, mais au lieu de le détruire, je vais le protéger par justement le rendez-vous très brigade. Parce qu'il n'a pas posé les bonnes questions, il a dit qu'est-ce qui peut être détruit. Certes, il peut être détruit, mais au lieu de le détruire, je bannis le rendez-vous très brigade. C'est le genre de petit coup de pute que vous allez avoir, je vous donne un exemple un peu gros. Mais vous allez en avoir plein d'autres de ce genre, parce que moi déjà je suis friand de ce genre de coup. D'expliquer les effets qu'il a demandé, mais de lui cacher des trucs parce qu'il a posé même les mauvaises questions. Les vraies questions, c'est voilà, qu'est-ce qu'il y a sur le bord, qu'est-ce qui sont inciblables, indestructibles, ça vous pouvez le dire. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a dans le cimetière ou qu'est-ce qu'il y a comme effet cimetière qui peut me déranger. Alors ça, c'est les genres de questions un peu fourres, mais à ce niveau-là, s'il vous pose ce genre de questions, vous devez lui répondre. J'ai rendez-vous très brigade qui va jouer sur la statue de barrière, et c'est tout. Là, d'accord, vous serez obligé de lui répondre comme ça. Si votre adversaire vous dit juste qu'est-ce qu'il y a sur le board, qu'est-ce que sur le board peut être détruit ou pas, ben, vous avez pu constater, oui, il peut être détruit, c'est juste que en jouant un peu sur les mots, ça empêche certes la destruction, mais de manière passive, etc. Hein. Si c'est par un effet, non, vous serez obligé de le dire, mais on va prendre un autre exemple. Imaginez que le Simorgh, j'ai utilisé une BTL et Masquerena. Là, s'il vous dit qu'est-ce qui peut pas être détruit, ben vous pourrez répondre le Simorgh peut pas être détruit à cause de l'Ip Masquerena. Là, vous n'avez pas le choix. Je crois que vous comprenez mieux ce que je veux dire par là. Donc voilà, ça c'était un des exemples. Il y en a plein d'autres comme ça. Je ne vais pas tout vous dire non plus, mais c'est juste pour vous montrer en général. Donc, quand votre adversaire vous pose une question dans laquelle vous êtes obligé de donner les infos, vous devez être très clair dans votre réponse, ne pas vous tromper, parce que les fausses informations, ça peut aller très vite. Hein, c'est punitif hein, de donner des fausses informations à l'adversaire, parce que ça peut donner lieu à des litiges et donc intervention de judge, et le judge, en fonction de la situation, va juger si vous avez été legit ou pas, même si c'est accidentel, hein, le judge y réfléchit pas. Lui, il constate juste les faits et il juge, hein, sévère mais juste, hein, comme il dit si bien. Ensuite, concernant les informations, ah oui, alors si vous avez tuto des cartes, donc tuto ça veut dire rajouter des cartes depuis votre deck à votre main ou rajouter des cartes du cimetière à votre main, enfin toute carte que vous avez montré à l'adversaire que vous ajoutez à votre main, ça peut être compliqué mais retenez-les, parce que votre adversaire peut vous poser la question combien t'as de cartes en main, vous lui expliquez que vous en avez par exemple voilà 2, voilà 2 ou 3, voilà hop, voilà combien de cartes t'as en main, 4 à la fin du tour, et combien, lesquelles je connais, oui parce que vous avez le droit à la question, et ben sur la question lesquelles je connais, vous devez, de mon point de vue, alors après c'est débat, mais de mon point de vue, vous devez lui dire les cartes que vous avez tuto. Donc les cartes qu'il connaît, normalement c'est les cartes que vous avez ajoutées en main, que vous avez montré à l'adversaire. Mais après derrière, généralement on a tendance à faire les gros yeux à l'adversaire parce que qu'il fasse un effort, bordel. Et sinon, ouais, les cartes que je dois connaître, bon. Ça peut être aussi les cartes face verso aussi. Quelles cartes je connais face verso, donc celui que vous avez posé tout de suite, non, vous pouvez pas le dire. L'AMP que vous avez montré avant de poser, comme pour les Sky Striker ou pour les Eldish par exemple, quand vous dites ouais lesquelles cartes face cachée je t'avais posé par les effets de cartes, tu peux expliquer celle-là, et c'était lesquelles, vous devez lui rappeler, enfin il doit vous rappeler généralement les cartes qu'il a été chercher. Mais ça fait un peu,
grincer des dents dans le sens où t'es pas concentré sur le duel et que tu fais un peu chier, j'ai envie de dire. Et vice versa, quand votre adversaire insiste sur une carte que vous lui avez montrée 3 fois que vous posez et qui vous pose quand même la question, franchement, ça peut être chiant, mais pas le choix, on est obligé de répondre de manière sincère parce que c'est une info publique. Par contre, vous n'avez pas le droit de donner des infos privées. Ça peut être accidentel comme ça peut être non accidentel. Par exemple, quand vous voulez activer une carte que vous n'avez pas le droit d'activer et que vous payez le cost avant que votre adversaire vous dise attends, t'as pas le droit d'activer la carte, et ben vous pouvez avoir défaussé une carte que vous n'aviez pas le droit de montrer à l'adversaire. Et là encore, on est sur quelques moves illégaux bêtement. Ah ouais, c'est vraiment, comme j'ai dit, je grossis le trait en disant ce genre de numéro. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que vous pouvez faire pendant votre tour. Après, on passe du coup au tour adverse. Donc lui, normalement, c'est la même chose. Il doit annoncer les phases, donc draw phase, standby phase, main phase. Parce que vous aussi, vous pouvez activer des cartes. Hein. Vous avez, comme j'ai dit, vous n'êtes pas seul à jouer. Alors, je vais quand même ouvrir un grand débat sur un truc. Surtout pour les joueurs pros. Si vous rencontrez en face des joueurs pros, généralement, ou des habitués, généralement, surtout pendant leur premier tour, ils vont jouer une carte. On va prendre, voilà, Arima. Bon, Arima, vous le verrez pas hein, dans les WCQ aujourd'hui. Et admettons, il va jouer une des cartes, donc une carte de l'archétype qu'il joue généralement. Et on arrive à cette fameuse question. Est-ce que tu connais? Alors la question est-ce que tu connais généralement, c'est la question du est-ce que tu connais l'archétype? Donc généralement si vous connaissez pas l'archétype mais vous connaissez la carte, vous lui dites je connais la carte. Et si vous connaissez l'archétype, vous lui dites je connais ce que tu joues, il n'y a pas de souci. Ne dites pas je connais tout court. Parce qu'il peut y avoir confusion sur ok je connais pas ton archétype mais cette carte je l'ai déjà vue, je la connais. Parce que ce qui va se passer quand vous lui donnez la réponse, alors il y a deux cas de figure. Généralement c'est les, comme j'ai dit c'est les joueurs pros, c'est les gros joueurs. Quand vous lui répondez je connais, là il va jouer en solitaire. Parce que là on va dire sur un cas particulier, surtout quand c'est deux joueurs pros. Quand c'est deux joueurs pros, généralement tout ce que je viens de vous dire sur annoncer les phases, annoncer les moves, etc. Ça n'a pas lieu d'être entre eux. Donc ne commettez pas, surtout pour les joueurs débutants, ne commettez pas l'erreur du je connais tout court. Soit vous connaissez juste la carte, et donc il va être gentleman et il va bien vous faire comprendre que vous vous faites chier. Et il va vous expliquer tous les moves qu'il va faire, une première fois. Et parce qu'après, c'est que le round 1, hein, on est encore qu'au début. Hein. C'est que le premier tour du round 1, etc. Donc il va vous expliquer les cartes, il va faire son combo et vous va tenter de le faire. Si vous ne connaissez pas, comme j'ai dit, ben voilà, il va annoncer toutes les cartes, les effets des cartes. N'hésitez pas à dire que est-ce qu'il a un autre effet après plus tard sur certaines cartes parce que vous voyez un gros texte mais il vous explique juste 2 lignes de texte. Donc n'hésitez pas à dire qu'est-ce qu'il est capable de faire d'autre. Comme ça va l'interrompre. En plus, c'est ça qui est intéressant. Et il y a beaucoup de personnes en tant qu'adversaire qui s'amusent à jouer à ce petit jeu pour voir si vous restez concentré sur votre combo. Ça après c'est quelques points strat. Je pense pas que je vais faire ça parce que là je vois que ça dure un petit peu et que je suis très bavard sur tous les détails. En plus j'oublie des trucs. C'est sûr, j'ai oublié plein de trucs. Il va y avoir des trucs sur les commentaires, hein, ne t'inquiète pas. Donc voilà. Il vous expliquera les effets des moves qu'il va faire, mais il va peut-être pas vous dire tous les effets que font les cartes. Donc ça, c'est quand vous connaissez pas. Par contre, quand vous connaissez, vous allez voir, il va rien vous dire. Mais ça, je parle d'expérience. Dites bien, je connais. Tu peux y aller. Donc ça veut dire que là, il a pas annoncé quoi que ce soit, il va faire son move. Et là, vous êtes son copain, vous êtes son meilleur ami là, à ce niveau-là. Parce qu'il va faire son move et évidemment, n'hésitez pas à le stopper quand il est dans son élan. Stoppez-le de temps en temps, ça va le faire chier. Et si vous le stoppez, généralement, c'est pour activer une carte pour le contrer. Parce que si vous dites je connais et après qu'il fait 3 moves, vous dites oui, tu fais quoi là exactement? Ben là, vous le prenez pour un con et là, vous êtes son pire ennemi bizarrement. Donc voilà, si vous connaissez, c'est vraiment que vous connaissez l'archétype, toutes les cartes qu'il est potentiellement en train de jouer. Il y a peut-être quelques cartes cas particuliers, par exemple, il a décidé de jouer un deck avec des cartes en staple, généralement, des staples que on ne joue pas généralement dans cet archétype. Là, si vous dites stop, attends, il fait quoi déjà cette carte, ouais. Et là, tu réfléchis sur pourquoi il a joué cette carte dans son deck, etc. Là, ok, il va pardonner le fait que, ok, vous connaissez, mais cette carte, c'est vrai que c'est la première fois que je le joue, personne d'autre l'a joué dans les gros tournois. Ça peut se comprendre, même si c'est un staple que je connais bien, tu dois plus te poser la question de pourquoi je joue cette carte. Voilà, donc c'était la petite parenthèse du je connais ou je connais pas.
Donc si vous connaissez tout l'archétype, là vous allez voir qu'il va pas vous expliquer les moves qu'il va faire parce que vous devez les connaître, hein, ça veut dire que vous connaissez les combos, tout ça, et que n'hésitez pas aussi à rajouter le je connais et je te stoppe dans ton élan quand je veux interrompre. Voilà, ça c'est le réflexe du je connais. Après si vous connaissez pas, comme je vous l'ai dit, ben, vous connaissez pas, donc du coup il va vous expliquer les effets une fois. Et normalement à partir du 2e et 3e round, il va faire ses moves. Et parfois il va faire, tu vois, tu te rappelles de ça, ouais, je vais te faire la même chose. Il te spoil le fait qu'il va faire exactement les mêmes moves, et si vous avez de quoi contrer, bah vous savez quand contrer, quoi. Donc n'hésitez pas à prendre la parole. Donc après c'est histoire de priorité, je pense que je vais pas trop en parler là-dessus, mais si vous savez interrompre, techniquement ça va. Si vous savez pas interrompre, ben, c'est que vous n'êtes pas trop entraîné en local. Hein, donc, Ah, j'avais oublié de le dire, oui. Petit conseil pour vraiment les gros débutants. Votre premier tournoi, pas un WSQ s'il vous plaît. Votre premier tournoi, c'est le local s'il vous plaît. Ah, ça c'est un truc qui exaspère de voir un noob. Là je vais être clair, c'est un noob. Un noob qui s'est entraîné juste avec ses amis. Sauf s'il a vraiment tryhard, je veux dire que ses amis, disons que c'est que des joueurs pros qui font que des WCQ et qui lui ont expliqué, qui lui ont rabat les oreilles sur comment va se passer un WCQ. Tu dois jouer comme ça, point c'est tout. Ok, ça peut pardonner. Mais pour quelqu'un qui a joué pour s'amuser entre potes, etc., ne commencez pas votre premier tournoi en WCQ. Commencez en local. Un tournoi local, dans les boutiques, proches de chez vous. Là, c'est beaucoup plus cool parce qu'en WCQ, il y a quand même la pression, etc. Et comme je vous l'ai dit, tous les petits trucs qui sont bêtes peuvent vous coûter très cher. Ça peut vous coûter un warning, ça peut vous coûter une game loss, ça peut vous coûter un tricherie même parfois. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo sur comment bien se comporter, surtout quand vos adversaires qui peuvent être assez chiants. La preuve en est que il y a quelques situations générales. Je vous donne pas toutes les situations parce que voilà, il y a beaucoup à dire, comme vous pourrez le voir. Hein. Encore une fois, il y a beaucoup de temps qui se sont écoulés. Mais voilà. Donc fin de cette parenthèse pour les nouveaux joueurs qui font leur premier tournoi. S'il vous plaît, sauf vraiment ceux, comme j'ai dit, qui ont que des potes qui jouent que en WCQ et qui vous ont entraîné à fond pour être prêts là-dessus, local. Merci. Encore une fois. Donc voilà, donc votre adversaire fait ses moves, vous pouvez l'interrompre quand vous voulez pour savoir quel effet il est en train de faire, et les questions basiques à savoir une fois qu'il a fait son board, etc. Les mêmes questions que votre adversaire vous pose, vous posez les bonnes questions, vous n'hésitez pas à lire les cartes, on sait jamais. C'est comme j'ai dit, hein, si vous expliquez mal un effet, comme j'ai dit, c'est donner une fausse information à l'adversaire qui aurait pu vous contrer parce que vous lui avez dit ça, alors qu'en fait sur la carte, non, ça se passe pas comme ça. Donc faites extrêmement attention. Théoriquement, si vous participez en WCQ avec votre deck, vous devez la maîtriser à 100%. Après, que vous ayez foiré vos combos, ça c'est votre problème, ça y a pas de souci. C'est surtout que vous ne maîtrisez pas les effets ou les contre-coups, à savoir, quand je dis contre-coups, c'est une fois que vous avez activé un effet, cette carte va vous empêcher de faire certains moves. Que si vous n'avez pas activé l'effet, vous pouviez faire tout ce que vous voulez, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Donc faites attention à ça, hein, c'est ce qui permet justement à l'adversaire. C'est plus agréable que l'adversaire connaisse à peu près ce que vous avez le droit, ce que vous n'avez pas le droit de faire après, de bien expliquer les effets, de dire que ça c'est un effet alors que ça c'est une action qui a un cost avant. Les effets trigger aussi, alors les effets trigger c'est vraiment dans telle situation il y a un effet qui s'active. Ça c'est bon, après c'est du ruling tout ça, donc c'est un peu compliqué à expliquer, mais dans le comportement, voilà, n'hésitez pas à essayer d'activer des effets. Et dernière chose, quand vous hésitez à activer un effet, ouais. Pardon, on va revenir. Sur les effets que vous voulez activer, mais que vous dites, ah, mais dans cette situation-là, ça va pas très bien. Donc vous êtes dans une situation où votre adversaire vous a mis un peu mal et que vous vous retrouvez dans une situation où vous voulez faire un move, mais vous ne savez pas si vous avez le droit ou pas à cause des cartes adverses. Alors là, j'ai pas de gros conseils à vous donner là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas... Enfin, c'est dur, hein. Logiquement, vous ne pouvez pas call le judge, parce que oui, les judges sont là aussi au cas où, ne vous inquiétez pas. Ça aussi, il faut que j'en parle derrière, hein, sur les judges, qu'est-ce qui se passe, comment call la judge correctement. Ce sera juste après. Donc voilà, donc si vous avez un effet que vous hésitez à vouloir le jouer ou pas, n'hésitez pas à faire le move. Et après avoir fait le move, vous dites à votre adversaire tout simplement,
Je le fais, mais je suis pas sûr, et comme j'ai pas envie de call le judge avant d'activer l'effet, parce que tu vois, coaching, tout ça, on va call le judge. Coller le judge juste après votre move. Ou vous montrez la carte à votre adversaire, voilà, est-ce que je peux faire ça à votre adversaire? Ça, je le trouve un peu moins bien parce que, en gros, vous donnez une information à votre adversaire sans tenter le move, et du coup, ben, votre adversaire a l'information qu'il ne doit pas avoir. Je préfère vraiment que vous fassiez, encore, comme j'ai dit, c'est débat, hein, ça. Donc, tentez votre move, appelez le judge, interrompez la partie. Donc, le judge arrive, il dit, voilà, j'ai fait ça, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment le droit ou pas? Parce que si je vous colle plus tôt, que je vous dis, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Les gens vont avoir l'impression que c'est du coaching, donc du coup que le judge conseille de l'invoquer ou pas. Alors que tout ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que vous pouvez faire un tel move ou pas. Donc vous faites semblant de le faire, et en vrai, voilà, je le fais, mais je colle le judge. Donc vous prévenez l'adversaire. Soit votre adversaire c'est un connard et qui vous fait, bah t'as fait le move, t'as tenté de faire ton move, tu vas te prendre un warning, allez, call judge, parce qu'il le savait. Soit il est sympa et normalement c'est le judge qui décide à la fin. Bon, vous avez été gentleman, vous avez dit bon, dans cette situation, alors ça dépend, encore une fois. Après là ça dépend du judge. Quand vous colle le judge dans une situation comme ça, après je vous dis pour d'autres situations, et les judges sont là pour ça, hein, précise, parenthèse. S'il voit que vous avez mal lu la carte adverse et que en vrai, en ayant 2 neurones, vous avez pas le droit de le faire, c'est évident que sur la carte, d'après ce qui se passe, t'as pas le droit de faire ce move. Ouais, le judge il va te regarder un peu de travers en disant lis ta carte, bordel. Ça arrive très souvent ça. Et là je pense qu'en commentaire il y a des judges qui pourront confirmer ce que je dis. Il y a toujours des gens qui, je crois qu'il y en a un qui a même dit environ 80-90% des cas, c'est juste des gars qui savent pas lire la carte ou les cartes. Mais après il y a des sens de lecture un peu compliqués, ça je peux comprendre. Ça c'est sur les 80%, il y en a quand même un petit pourcentage encore où les juges abusent en disant oui ok je vais lire la carte mais il y a des effets de carte, je suis désolé, je suis pas habilité ruling moi, je sais pas comment ça se passe en ruling, mais moi les faits j'ai l'impression que ça fait ça. Si on prend par exemple, on y a eu le droit, c'était drôle, la fameuse règle du cyber dragon. Avec son effet, si votre adversaire contrôle un monstre, invoquez spé cyber dragon. Mais il y a toujours les petits newbies qui s'amusent à dire mais l'adversaire il contrôle 3 monstres, est-ce que j'ai le droit de l'invoquer quand même? Donc là, à la rigueur, ouais, le judge il vous rit un peu au nez, il fait oui, t'as le droit. C'est juste que c'est mal écrit sur la carte, mais il en contrôle 3, mais sur les 3 monstres, tu vois bien qu'il contrôle un monstre. Voilà, c'est dans ce sens de lecture qu'il faut comprendre. Donc voilà, dans ce cas de figure, voilà, ça, en plus je vous donne l'exemple du cyber dragon. Le judge va pas vous pénaliser parce que vous tentez d'invoquer cyber dragon, vous le mettez sur le terrain, vous interrompez la partie. Le judge voit l'explication, il voit que la lecture est assez compliquée, il va faire bon, t'as pas le droit, donc tu vas récupérer ta carte, mais il va rien t'arriver parce que c'est vrai que dans ta situation, c'est pas parce que tu maîtrises pas ton deck, c'est surtout parce que l'adversaire te met dans une situation où c'est compliqué de savoir si t'avais le droit ou pas. T'as tenté, t'as interrompu la partie, je vous donne à tous les deux un temps supplémentaire, hein, et vous reprenez la partie et au timing, vous me comptez quelques secondes de plus. Voilà, généralement c'est ce qui se passe. Oui, parce que généralement quand vous collez les judges, si le judge n'arrive pas à régler ce qu'on appelle le litige en quelque sorte, c'est pas un litige ça, c'est juste un call judge sur une situation désespérée, ils vous donneront du temps supplémentaire, donc vous aurez plus 40 minutes, vous avez 40 minutes et 30 secondes, 40 minutes et 1 minute, donc 41 minutes au total. Ça dépend de la situation et ça dépend jusqu'où ça peut aller. Donc généralement le call judge, parlons-en. Les judges sont là pour vous, à condition que vous avez bien mis votre sac, je rappelle, hein, le sac sous le siège, parce que sinon voilà, le temps qu'il arrive, il va balourdir, il va jouer au foot avec les sacs tellement ça va le faire chier à la rigueur. Donc voilà, pour qu'il arrive plus vite, les sacs bien placés, il arrive, vous l'avez colle. Alors généralement, c'est dans deux cas de figure, c'est quand voilà, vous avez tenté un truc et même votre adversaire n'arrive généralement pas trop à comprendre, ou que au moins l'un des deux joueurs n'est pas d'accord sur un effet de carte, ou ce qu'on appelle situation de litige, c'est ouais non, je peux faire ce move et l'autre il dit non t'as pas le droit de faire ça parce que voilà, et les deux sont pas d'accord. Là vous interrompez la partie, vous call judge, vous tapez pas sur la gueule, merci. Je dis pas que c'est pas arrivé, mais ça peut arriver encore une fois. Donc voilà, donc les judges sont là pour ça, n'hésitez pas à les interrompre, même si c'est pour des trucs débiles, même si c'est pour des effets ou si vous aviez bien lu vous et votre adversaire les cartes, y a pas de souci.
Généralement, c'est parce qu'il y a un conflit entre deux personnes. Il y en a un qui dit mais j'ai le droit d'activer la carte, et l'autre qui répond non parce que ils sont pas d'accord. Du coup, call judge. Un point que je viens d'oublier d'ailleurs à propos des judges, parce que c'est le moment où je parle des judges que j'ai oublié d'en parler. Quand vous allez commencer votre round, vous allez avoir un petit bout de papier. Bon, normalement, bon, là vous voyez des infos peut-être un peu privées, mais un petit bout de papier. En tournoi local, on ne le fait pas parce que c'est juste des chiffres de papier. Mais pour être sûr, vous avez le petit papier. Alors, vous le mettez dans un coin. Il ne servira qu'en fin de match. Il y a votre nom, il y a le nom de votre adversaire, le numéro de la table, je crois d'ailleurs, avec votre numéro COSI, etc. Et à côté, t'as un gros, enfin t'as deux gros rectangles. T'en as même trois. Et t'as deux gros rectangles et un petit carré. À côté de votre nom, vous avez le petit carré normalement, et à côté, vous avez un plus gros carré. J'ai l'air con comme ça. Il dit dans quelle situation. Enfin, c'est le papier de fin de match qui dit qui a gagné. C'est un match officiel, hein, Konami dans les WCQ. C'est un peu comme un match de foot. C'est un peu comme pour ceux qui sont fans des échecs, c'est exactement le même genre de bout de papier. Hein. Donc vous avez votre nom, le nom de l'adversaire. La petite case à côté, c'est pour dire qui a gagné. Et en dessous, vous avez le draw. Donc ça veut dire que quand vous avez un ex-aequo, vous devez cocher. Une fois que vous avez coché une case seulement, vous pouvez pas cocher plusieurs cases. C'est débile de dire qu'il a gagné et vous aussi, par exemple. C'est débile. Donc il y a draw mais il a gagné. Ouais, ça veut rien dire non plus. Je pense que ça a dû arriver. Ça m'est jamais arrivé de mon expérience, mais peut-être arrivé que ça a couché et fait merde, je me suis trompé, alors ça barre derrière. Les judges, ils adorent ça. Voilà. Et derrière, ben, vous devez signer. Et votre adversaire aussi. On va en parler après du fin de match sur le bout, enfin, après le bout de papier, parce qu'il y a aussi ça. Putain, j'ai d'y penser, la vache. Il y a tellement de trucs à dire. J'espère que vous arrivez à suivre. Je suis désolé si je suis un peu bordélique dans mes explications. Mais je pense qu'il y a au moins deux, trois détails que vous avez bien compris. Les autres, ben, désolé, je m'exprime mal. C'est de l'impro, c'est du live. Je suis désolé là-dessus. Sinon, quoi d'autre? Bon, les règles de running, bon, ça c'est, voilà, comme j'ai dit, le judge, ça n'a pas de souci. La communication, c'est réglé. Bah, en fait, on va arriver tout de suite en fin de match. On va dire que vous finissez votre... Ah oui, finir un round. Ah oui, finir un round. Alors, c'est très important ça, merde. C'est très important. Je l'ai dit en plus il y a pas longtemps, merde. Donc un match, ça dure jusqu'à 3 rounds. Hein. Donc il faut faire c'est un BO3, donc le premier qui gagne 2 duels sur 3 gagne le match. Pas besoin de faire de troisième duel si vous êtes déjà à 2-0 par exemple. Alors je sais pas si ça se fait, mais normalement ça se fait pas. Après vous pouvez le faire pour le fun, mais bon c'est... Oh, je sais pas si même pour le fun vous avez le droit de rester. Bon, on verra après le match, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Je pense que oui, mais c'est un peu compliqué, vous allez comprendre. Alors, fin de round. Donc admettons que même alors on part sur une situation où vous n'avez pas tué votre adversaire, hein, vous avez le board et vous achevez votre adversaire. Non, on part du principe que vous avez fait un board en T1 horrible où votre adversaire peut pas jouer. Il tente des trucs, mais en fait il a pas vu que vous aviez une H Blossom en main, une Infinity permanente. Déjà que votre board il est horrible, hein, donc en plus 2-3 trap. Et après qu'il ait tenté 2-3 moves, il abandonne. Le move qui est prévu dans le règlement, c'est la fameuse traditionnelle main sur le deck. Je précise d'avance, vous ne le verrez jamais ça. On fait ce qu'on appelle un scoop. Je crois que c'est ça, hein, on scoop. C'est scooper, comme on dit si bien. Donc très important. Très important. Ça a l'air tout con, mais vous pouvez vous prendre un coup de pute énorme là-dessus. Et j'insiste beaucoup sur surtout. Quand votre adversaire décide d'abandonner, même s'il le dit, par exemple, il peut même le dire de manière accidentelle. Il peut vous dire ah là je peux rien faire. Je pense que j'ai perdu. Vous ne faites rien, vous attendez. Parce qu'il peut se le dire dans sa tête en fait, hein, parce que c'est très fort. C'est vraiment le coup de pute de l'excellence, c'est de dire voilà, il dit bon bah j'ai perdu, GG. Il a juste dit ça. Et là, votre réflexe, c'est de quoi? C'est de ranger et de passer à la suivante. Eh ben, quelle erreur! Non. Ce qu'il faut faire, c'est que vous attendez que lui, il bouge ses cartes. Donc le board, vous ne touchez à rien. Vous attendez, comme j'ai dit, que l'adversaire touche ses cartes en premier, qu'il commence à ranger ses cartes, parce que généralement, quand on fait ce qu'on appelle le scooping, c'est qu'il se met dans un move très illégal. C'est pas vraiment une version officielle, c'est ce que je pense pour que ça se passe bien, c'est qu'il va créer un move illégal. Il n'y a pas besoin de call le judge hein, là-dessus, hein. Mais théoriquement,
il se met dans une situation où il se met game lost en fait. Quand il commence à ranger son deck et qu'il commence à mélanger, c'est vraiment des moves illégales qui est catégorie, le judge peut pas intervenir dans le sens où rattraper l'erreur de votre adversaire, automatiquement il perd la partie. On dit qu'on se coupe généralement, donc très important, laissez votre adversaire faire le premier pas, à savoir commencer à ranger son deck, et surtout ne le faites pas avant, même s'il dit ah bah j'ai perdu GG, attendez qu'il ait commencé à ranger ses cartes pour passer au round suivant, parce que si vous le faites avant lui, il a fait ah j'ai dit que j'avais perdu, j'ai dit GG, mais j'ai pas dit que j'avais abandonné maintenant. Et là, vous avez le litige qu'on voit, c'est très rare, mais on le voit ce genre de litige quand même, où le judge arrive et il fait ouais, non mais il a touché ses cartes, il a commencé à ranger son paquet, il a fait un move illégal, il a abandonné, l'autre il fait non mais c'est pas moi, c'est lui, il a dit GG et tout. Et du coup, ben celui qui a rangé en premier, ben se prend le game loss. Ça, encore une fois, c'est encore un détail tout con où je grossis le trait, mais voilà, tout ça pour vous dire, quand quelqu'un doit abandonner, c'est celui qui abandonne qui doit ranger en premier ou préparer le prochain round après. Donc après le round, vous avez ça aussi on le respecte pas trop ça. 3 minutes pour faire votre side. Donc le side c'est très simple, hein. Avant de remélanger votre deck, vous regardez votre deck, vous enlevez les cartes qui servent à rien. Alors je vous spoil un peu mon deck. Voilà, Waking the Dragon par exemple. Tac. Waking the Dragon. Vous voyez que votre adversaire, les Waking the Dragon en main, c'est de la merde. Généralement c'est le cas, il n'y a pas de PTNP en premier round. Vous les mettez dans le side, vous mettez les cartes qui ont l'air plus efficaces contre les decks adverses qui peuvent vous poser problème généralement. Et là vous faites exactement la même chose, le mélange. Celui qui a perdu décide de commencer. Cette fois vous n'avez pas à attendre, vous piochez vos 5 cartes, vous pouvez regarder directement après que le perdant a choisi qui va commencer, blablabla. Les mêmes trucs, les mêmes mots, voilà. Bon, ex aequo, on fait un 3ème round. Et généralement, en 3ème round, on commence à faire attention à ce qu'on appelle au timing. Donc le timer de 40 minutes qui commence à partir du 3ème round à bien avoir avancé. Donc rappel, on est en 2021. Avant, c'était... Beaucoup diront que c'était mieux avant, c'est vrai, mais bon, ça a entraîné à des tournois qui se finissaient vers minuit, 1h du matin. Ça pouvait être pénible pour les organisateurs. Donc du coup, on a remplacé les 45 minutes, je crois même, c'était 45 minutes, 5 tours additionnels, par 40 minutes, fin de phase. Donc le fin de match, ben, ça se passe de la manière suivante. Donc quand il y a le timing, donc, le time, comme on dit si bien au bout des 40 minutes. Donc, normalement ça fait un gros bip et après tout le monde, enfin ça gueule pas, mais théoriquement quand ça se termine comme ça. Bon, le joueur dans lequel il arrive à sa phase finit sa phase. Faites attention quand même, s'il a des effets qui s'activent comme d'habitude. Ça je t'ai expliqué, je vais pas me répéter, je me répète sur plein de trucs. Je vais pas répéter ça. Vous comparez vos PV à l'adversaire. Si dans ce duel il a gagné, vous regardez les scores. Si vous vous habituez par exemple à 1-0 et que l'adversaire a gagné à cause du time, il y a draw, sinon il y a victoire parce que c'est le dernier round. Vous avez compris tout ce que je veux dire, ça change rien. Et à partir de là, on arrive dans la situation de fin de match, qui consiste à reprendre le bout de papier dont j'ai parlé précédemment, que le judge va passer au plein milieu du round pour vous le remettre. Il y a bien votre nom, il y a bien le nom de votre adversaire, il n'y a pas de souci. Il y a bien votre numéro aussi, donc ça peut arriver. Je sais plus vraiment à quoi ressemble le papier, mais je me rappelle, c'est votre nom, le nom de l'adversaire, le numéro de table, le numéro de tournoi, bon, ça c'est des détails, mais on s'en fout. La petite case pour savoir qui a gagné, vous, votre adversaire, et la case draw, parce que il y a un type qui s'appelle draw. Ça c'est une petite humeur, c'est juste pour dire qu'il y a égalité. Vous cochez, vous signez, vous faites signer votre adversaire. Et à partir de là, vous ne bougez pas de votre putain de table. Merde. Il y a juste eu au CDF où c'était un cas particulier où on se levait de la table pour les remettre directement au judge. Mais les judges en vrai ils détestent ça. Non, non, non. Surtout quand le timing n'est pas fini. Vous restez avec votre adversaire, vous pouvez discuter et vous levez la main, vous call le judge. Vous faites un call judge. Et le judge il arrive, on va voir putain encore un running. Et là vous montrez le bout de papier, ah c'est fan match nickel. Des vacances un peu. Et donc il regarde, alors le judge généralement qui est habilité, généralement je vois toujours ça, il prend le bout de papier, au cas où vous auriez fait les cons, il vérifie si vous avez bien coché la bonne case, parce qu'il peut arriver que vous ayez coché n'importe comment. Donc il arrive, il regarde, voilà, c'est bien machin qui a gagné, donc il dit le nom qui a gagné. Vous confirmez, votre adversaire confirme, hop, le judge il part, et là, vous rangez vos affaires et vous attendez le prochain round.
Et surtout, après ça dépend, mais à la boutique je pense que ça ne devrait pas arriver, mais si vous êtes dans d'autres WCQ, vous devez sortir de votre table sans déranger vos voisins de côté, passer les allées. S'ils m'ont écouté, vous n'avez pas de sac. Si une personne m'a écouté dans cette vidéo, bah vous avez des sacs qui traînent. Du coup, n'hésitez pas à jouer au foot ou à piquer le sac qui traîne, hein, parce que je l'ai dit précédemment. Le sac sous la chaise, s'il est derrière vous, vous pouvez vous le faire voler. Mais qu'est-ce qui vous empêche vous de voler le sac qui traîne comme un enculé? Non, je déconne un peu, mais encore une fois, je insiste encore sur les sacs. Rangez-les bien, bordel. Je parle surtout aussi pour les judges derrière qui doivent être contents à chaque fois que j'insiste en train de dire ce sujet. Vos sacs, bordel, qui traînent sur le long de l'allée, c'est chiant. Pour quitter vous en tant que joueur après derrière, mettez à vous à la place des judges et mettez-vous à votre place quand vous devez quitter votre table. C'est chiant. Et surtout, gardez les affaires toujours près de vous. Voilà. C'est le dernier conseil que je pourrais donner. Et à partir de là, bah, vous attendez le prochain round et la rebelote, nouvelle feuille ou le logiciel Neurone. Vous avez votre adversaire, vous installez le bonjour. J'ai oublié un truc avant de quitter votre table. Vous voyez, même moi je respecte pas faites ce que je dis, pas ce que je fais. Et là j'ai oublié de dire un truc important. C'est bien de quitter la table, mais encore une chose que de faire à votre adversaire quand même. Vous avez fait le GG évidemment, vous avez énoncé les scores, vous avez échangé quelques trucs à propos de la partie généralement. Et parfois, là, vous, votre adversaire, vous donnez des conseils. Une fois que vous êtes bien tapé sur la gueule en bonne rivalité, quand vous savez que vous ne risquez pas de vous rencontrer sauf au top, vous donnez des conseils sur ouais t'as joué comme ça, normalement le move il est plutôt comme ça, comment ça se fait, bon, là vous répondez à vos questions. Et après avoir rangé vos affaires et vous levez de la table, n'oubliez jamais que une conversation commence toujours par un bonjour et doit normalement se terminer par un au revoir. Voilà, c'est à peu près tout pour votre adversaire. Vous lui dites toujours bonne chance pour la suite, ça fait toujours plaisir, même si c'est un enculé. Si vous pensez que c'est un enculé, généralement. Et n'oubliez pas de dire au revoir à votre adversaire. Bon courage pour la suite, c'est la base, quoi. Le bonjour au début, le au revoir à la fin. La boucle est bouclée, le round est définitivement terminé. Vous attendez maintenant le prochain round avec impatience à voir votre futur adversaire. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de tout ce qui est de base. Je pense qu'il va y avoir pas mal de commentaires sur tout ce que j'ai oublié ou tous les trucs que j'ai abusé, mais je préfère encore avoir des commentaires sur ce que j'ai oublié plutôt que des choses où j'ai bien grossi le trait. Il va potentiellement y avoir d'autres vidéos à ce sujet sur la WCQ. J'avais dit en plus il y a 2 ans que j'allais présenter les différents types de comportements que vous pouvez rencontrer en face. Je vous ai donné un aperçu sur comment vous jouez certains de vos adversaires, comment vous devez vous comporter pour que ça se passe plutôt bien, même si c'est un peu long et chiant parce que vous avez que 40 minutes. Je pense que les bases sont là. Voilà, donc du coup je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, même si on a surtout vu le tapis généralement. Si les tutos, j'ai été de bons conseils pour vos WCQ, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, hein, c'est toujours agréable. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez potentiellement d'autres vidéos à ce sujet ou d'autres vidéos sur des openings ou des à travers les cartes parce que je présente aussi des lores. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait, mais je vais le faire quand même. Vous aurez potentiellement d'autres tutos sur des effets de cartes si je pense que la carte mérite un petit tuto dessus. Et normalement, je ne pense pas que ça va être la dernière vidéo tuto sur comment jouer un WCQ. Sachant que là, comme j'ai dit, vous avez eu les inscriptions, comment bien s'inscrire, le comportement pendant un round. Je crois qu'il va y avoir une dernière vidéo générale sur les différents types d'adversaires que vous pouvez affronter. Et généralement comment se comporter pour s'en sortir, parce qu'il y a des adversaires qui peuvent être sympas, mais il peut y avoir des adversaires que vous pouvez pas blairer et pas supporter. Et croyez bien, je parle d'expérience quand même un petit peu, même si j'en ai fait très peu des WCQ. Voilà, donc pouce bleu, abonnement, tout ça, et on se revoit pour une prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous dis, tchuss les gens.